Bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce nouveau webinaire qui a pour but aujourd'hui de vous présenter les activités de recherche et l'offre scientifique et technologique de l'Institut de biosciences et de biotechnologie d'Aix-Marseille, donc le BIAM, un institut qui promeut l'excellence de la recherche et le transfert de technologies dans les domaines des énergies bas carbone et de l'environnement, grâce notamment au développement des biotechnologies. Donc, je me présente, je suis Stéphane Moutard, moi je suis ingénieur chargé de valorisation chez Novachim. Alors Novachim, en quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, c'est le cluster des entreprises et des laboratoires de la filière chimie et matériaux en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, Novachim, notre rôle, notre mission principale, c'est d'accompagner nos adhérents dans leur développement économique à travers principalement l'innovation, le développement des compétences et la maîtrise des réglementations. Donc, nous sommes soutenus par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, par la métropole d'Aix-Marseille, par le syndicat de la branche professionnelle de la chimie, branche chimie Méditerranée, et aussi par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, parce que nous avons le label CDT, donc label cellule de diffusion technologique, qui, pour notre rôle d'interface entre la recherche académique et les entreprises, et donc dont le webinaire aujourd'hui en fait l'objet. Voilà, donc pour Novachim. Juste quelques mots sur le programme avant de commencer. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce webinaire, il met à l'honneur l'Institut de biotechnologie et de biosciences d'Aix-Marseille. C'est une unité mixte de recherche sous la tutelle donc, du CEA, du CNRS et de l'Université d'Aix-Marseille, et qui est implanté sur 2 sites géographiques stratégiques, donc qui est le centre de CEA de Cadarache à Saint-Paul-et-Durance et la faculté des sciences de Lumini à Marseille. Donc l'objectif du BIAM, hein, c'est de produire des connaissances et de développer des solutions vertes dans les domaines des énergies bas carbone et de la protection et de la surveillance de l'environnement. Donc tout ça en développement des concepts biotechnologiques, comme par exemple tout ce qui est la bioremédiation, la dépollution des sols et des eaux contaminées, ou encore la production de molécules à haute valeur ajoutée, comme les biocarburants 3G. Donc pour cela, le BIAM, c'est 9 équipes de recherche qui étudient des mécanismes de réponse et d'adaptation de modèles biologiques que sont bactéries, microalgues et plantes face aux contraintes de leur environnement. Voilà. Mais pour tout ça, je vais laisser la parole aux équipes du BIAM qui vont en parler bien mieux que moi. Donc, avec, pour commencer, une présentation générale du BIAM par le directeur adjoint, le docteur Cyril Forestier. Ensuite, 4 des 9 équipes de recherche vous présenteront donc les activités de leur laboratoire. Voilà, avec des exemples sur des projets de collaboration. Et nous terminerons par une présentation donc, des actions de valorisation de la recherche par le BIAM. Voilà. Nous garderons à la fin 10 à 15 minutes pour un temps d'échange avec les intervenants. Donc, avant de commencer, juste, je rappelle quelques consignes que vous devez avoir l'habitude maintenant. Je vous remercie par avance donc, de couper vos micros et vos vidéos pendant les présentations. Comme je l'ai dit, il y a un temps d'échange spécifique qui sera prévu à la fin du webinaire. Par contre, vous pouvez poser vos questions en utilisant le chat pendant toutes les présentations. Je les relayerai à la fin, je vous laisserai la parole pour l'échange. Et un dernier mot pour dire que si personne ne s'y oppose, le webinaire sera enregistré et qu'un replay sera ensuite disponible sur notre site. Voilà, sans transition, je laisse maintenant la parole au docteur Cyril Forestier, donc le directeur adjoint du BIAM, pour une présentation de l'Institut. Voilà, Cyril, c'est à vous. Merci Stéphane. Le temps de partager. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Bon, voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. Je vais commencer. C'est parfait.
Merci Stéphane. Je vais commencer par la fin et commencer du coup par remercier Novachim et ses adhérents, en commençant par Patricia Giraudy, sa directrice, et Stéphane Moutard, qui nous a accompagnés déjà depuis plusieurs semaines, voire mois, pour ce temps d'échange avec vous tous. Et bien sûr, les intervenants du BIAM que vous allez entendre dans quelques instants. Je vous remercie aussi de cette occasion de présenter un peu plus en détail cet institut de biosciences et de biotechnologie d'Aix-Marseille, qui, sur le territoire, appartient à la direction de la recherche fondamentale du CEA. Mais comme Stéphane l'a dit sur la slide suivante, merci, cet institut est en fait une unité mixte de recherche avec 3 tutelles, que sont le CEA, le CNRS et Aix-Marseille Université, qui met en place une politique de site sur les thématiques que nous conduisons dans cet institut. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, notre mission principale, si je peux, ouais, merci Stéphane. Notre mission principale, elle repose sur l'activité d'environ 180 personnes dans le domaine des bioénergies et de l'environnement, avec une très forte dynamique dans l'Institut, puisque aujourd'hui on a plus de 24 nationalités qui sont représentées parmi les personnels, avec cette double implantation géographique à Cadarache, dans un bâtiment neuf qui a vu le jour début 2021, pour les personnels, et puis dans le plan campus à Aix-Marseille, au niveau de Luminé, sur le TPR2. Ce qui est, j'allais dire, vraiment notre base arrière importante pour toute la partie enseignement qui est réalisée également par des professeurs, des maîtres de conférences et des chercheurs ici au BIAM sur ce campus d'Aix-Marseille. Sur la slide suivante, je voulais juste profiter de cette occasion pour vous expliquer en 2 mots quel est le positionnement stratégique du BIAM au cœur de cette politique de site pour Aix-Marseille. En fait, le CEA se positionne comme un acteur incontournable en région dans le développement des énergies bas carbone. Et donc, ce projet est vraiment intégré au sein de la politique d'Aix-Marseille, notamment avec nos collaborateurs juste à côté de la direction de la recherche technologique et notamment de la plateforme Biomasse 3G, dirigée par Juliette Imbach, que vous connaissez certainement. Sur la slide suivante, je vous présente juste comment on est arrivé un petit peu à la genèse de ce projet de la Cité des énergies et donc de positionnement des activités du BIAM. Je pense que l'idée à force à garder, c'est que depuis les années 1970, date de création du centre de Cadarache, la biologie existe sur ce site et donc on a des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui travaillent notamment sur la photosynthèse et des thématiques environnementales qu'ils ont développées. Donc c'est vraiment une capitalisation historique d'une 50aine d'années, avec plus récemment, depuis les années 2000, une volonté accrue de faire monter en maturité technologique certains projets et donc d'aller vers le soutien aux entreprises. Aujourd'hui, notre ambition reste celle-là, de conforter, d'aider à valoriser ce cercle vertueux des formations, de la recherche et du lien avec l'industrie, parce que c'est un cercle essentiel au développement de notre société économique. Et à promouvoir, évidemment, puisque c'est notre mission première, l'excellence de la recherche, mais également, avec nos collègues de la direction de la recherche techno, la partie diffusion de la technologie et l'amélioration de la compétitivité des entreprises sur le territoire. Alors, juste pour vous le citer en 2 secondes, l'exemple depuis 2010 du rapprochement entre nos 2 directions, recherche fondamentale et recherche technologique, a permis de construire sur cette zone de la Cité des énergies que vous avez vu un instant, le bâtiment emblématique de la DRT, et puis de voir le jour, a permis aussi de la construction du bâtiment du BIAM mis en exploitation en mai 2021 derrière, dans le cadre des grands instruments de l'État et de la région que sont le contrat de plan État-région. Cette dynamique, elle continue aujourd'hui, on continue à être soutenu par nos partenaires sur le territoire, avec l'achat et la montée en puissance d'un certain nombre de plateformes instrumentales que Gabriel Gras vous présentera dans sa présentation tout à l'heure, plateformes qui sont à la disposition au titre de travaux, de contrats de collaboration industrielle de nos partenaires économiques. Sur la slide suivante, très rapidement, juste peut-être vous éclairer sur le fait que dans sa fonction de management, ou en tout cas de participation à la politique de site d'Aix-Marseille, David Pignol, le directeur du BIAM, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui et s'en excuse, co-dirige aussi avec Marie-Thérèse Gudici-Articoni l'Institut de microbiologie, de bioénergie et de biotechnologie sur Aix-Marseille, qui est on va dire un super institut qui regroupe aujourd'hui plus de 400 personnes, 300 étudiants, un programme Plinus de formation pour les thésards très appuyé et qui consiste au regroupement des différents laboratoires ou instituts qui sont figurés sur la partie gauche que vous connaissez certainement pour un certain nombre d'entre eux,
le laboratoire de chimie bactérienne, l'Institut méditerranéen d'océanologie, le BIP, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait au BIAM? Sur la slide suivante, en 2 mots, Stéphane vous l'a indiqué il y a un instant, notre mission principale, c'est de produire des connaissances. Pour cela, on se base sur 3 modèles biologiques que sont les bactéries, les plantes et les microalgues. Et sur la slide suivante, on étudie sur la base de ces 3 modèles biologiques leurs réponses et leurs adaptations aux conditions environnementales, notamment dans le cadre qui nous intéresse à la pression partielle en CO2 dans l'atmosphère, la disponibilité des nutriments ou la lumière, puisque la lumière solaire est à la base de cette photosynthèse, mais aussi les réponses de ces organismes à des toxiques ou liés aux activités anthropiques ou à des stress qui sont appliqués à ces organismes. Ça donne lieu, sur la slide suivante, à un certain nombre de thématiques et de sorties qu'on essaye de valoriser sur 2 piliers qui sont l'environnement et l'ingénierie environnementale, d'une part, et les bioénergies, d'autre part. Vous allez en avoir un certain nombre d'exemples dans les présentations qui suivent. Pour la partie ingénierie, c'est vraiment de la partie, on va dire, prévention avec des approches de biodétection jusqu'à des approches plus curatives de bioaccumulation, de phyto, de bioremédiation, mais également, et plus récemment avec la création de la start-up BioIntrant, des approches de biofortification et de biocontrôle. Sur le second pilier, qui est plus bioénergie, là vraiment notre mission principale, c'est d'essayer de lever des verrous pour utiliser notamment des microalgues et les plantes comme usine cellulaire pour la production de composés à haute valeur ajoutée, mais vous allez en entendre parler dans un instant. Sur la slide suivante, tout ça, ça s'inscrit en fait dans 2 thématiques, dans 2 piliers fondamentaux pour le CEA dans sa réponse à la commande publique, qui sont la transition énergétique et la transition écologique, qui nous concernent tous, avec 3 axes que vous avez bien compris, de la photosynthèse aux bioénergies, la réponse et l'acclimatation aux défis environnementaux, et puis un certain nombre de sorties biotechnologiques qui partent des principes de l'utilisation du vivant pour produire des biomolécules ou des biomatériaux. Sur la slide suivante, l'idée, c'est pas que je vous fasse la liste de tout ce qui est indiqué sur cette slide, c'est juste pour vous dire, je pense que Stéphane, tu peux... Voilà, il doit y avoir encore un petit bullet point, merci beaucoup. L'idée, c'est vraiment d'insister sur le fait qu'on a une capitalisation historique sur ce site. Aujourd'hui, on a 9 équipes que je vais vous présenter dans un instant, un bâtiment neuf. On a un rôle structurant sur Aix-Marseille pour l'enseignement et la formation dans la biologie végétale. Et cet historique permet d'avoir aujourd'hui une très forte reconnaissance nationale et internationale, à la fois en termes de publications, mais aussi de leads dans un certain nombre de projets ANR. Il y en a 35 qui sont vivantes aujourd'hui au BIAM. Et cette forte attractivité qui est, j'allais dire, le résultat de tout cela. Avec aujourd'hui, on l'espère, l'implication du BIAM dans plusieurs PEPR. Je l'ai indiqué tout à l'heure, on a également ce très fort soutien de l'écosystème territorial à travers le projet CPR et les projets FEDER. Et pour nous, c'est un gage de qualité et c'est aussi une façon d'être plus efficace et d'être plus ouvert aux partenariats économiques. Et je pense que ce sera l'objet de vos échanges en fin de séminaire. Sur la slide suivante, je ne vais pas rentrer dans tout ça, c'est juste pour vous indiquer que notre institut est composé de 9 équipes. Et vous allez entendre des témoignages de 4 d'entre elles. Yongwali Besson sur la partie EBMP, l'équipe environnement, bioénergie, microalgues et plantes. Je les prends dans l'ordre de la diapositive, ce qui n'est pas l'ordre de prise de parole. Je crois Virginie Chapon, qui est dans l'équipe interaction protéines-métal. Damien Fèvre, dans l'équipe microbiologie environnementale et moléculaire. Et Nathalie Pratt-Léonard, dans l'équipe plantes environnementale, physiology and stress signaling. Voilà, ces 9 équipes, elles se ressourcent sur 6 plateformes technologiques que vous allez découvrir sur la diapositive suivante, qui sont ouvertes aux collaborations académiques et industrielles, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et qui ont le mérite de mettre à disposition, en soutien aux équipes, des grands instruments, et pas que des grands instruments, mais surtout des expertises et des compétences issues des ingénieurs, des chercheurs et des techniciens qui les ont développés sur ces instruments pour la communauté scientifique. Donc, je pense que c'est un point extrêmement important dans le développement de notre stratégie. Je finirai juste pour laisser la parole et le plus de temps possible à tous les intervenants du BIAM avec 2 petites slides pour vous montrer des exemples de la recherche et du développement
d'exception qui est faite dans cet institut. Ces documents-là, vous les retrouverez dans un portfolio qui va être mis dans les jours prochains sur le site web du BIAM, dont vous aurez le lien juste après. Mais voilà, c'est des recherches emblématiques autour de la production d'alcanes biosourcées, autour de stratégies qui permettent d'envisager de stocker du CO2 atmosphérique dans les sols dans le futur et l'utilisation des plantes et des micro-organismes associés. Sur le développement, dans le cadre d'un projet européen, de l'efficacité de la photosynthèse en utilisant des variétés naturelles pour optimiser son rendement et donc avoir une agriculture plus raisonnée. Ou deux autres exemples sur la dernière diapositive. Merci Stéphane. Sur l'utilisation potentielle de ces plantes comme des usines, enfin comme des objets qui permettent aujourd'hui de valoriser et dépolluer des sols contaminés dans l'environnement avec un démonstrateur qui est à Fukushima, ou à utiliser des bactéries et des matériaux issus de ces bactéries magnétotactiques pour des approches médicales que vous détaillera tout à l'heure Damien Febvre. Voilà, je terminerai ma présentation sur la dernière slide en vous encourageant à aller en découvrir davantage sur le site Cité des Énergies que vous pouvez retrouver à travers ce QR code et prendre 10 secondes pour remercier aussi les collectivités territoriales qui nous accompagnent déjà depuis plusieurs années dans le développement de ce projet. Encore merci à tous et bonne présentation. Merci beaucoup Cyril pour cette présentation complète du BIAM qui montre bien la dimension structurante de l'Institut autour des domaines de recherche de la bioénergie, l'ingénierie environnementale et de toutes les implications derrière que ça peut entraîner, les applications. Donc, pour voir ça, on va faire, voilà, comme tu l'as dit, on va maintenant faire un focus sur les travaux de 4 labos du BIAM. Et je vais laisser la parole maintenant à le docteur Yonghua Lei-Besson, qui va présenter donc son laboratoire, son équipe environnement, bioénergie, microalgues et plantes. C'est à vous. Merci. Oui, bonjour. Est-ce que vous voyez mon slide? Allô? C'est parfait. Oui. Ça marche. OK, d'accord. Et bonjour tout le monde. Et je vais me présenter aujourd'hui en anglais. On pourra discuter en français quand vous voulez, anglais quand vous préférez plus tard. So today I'm change a little bit of a subject and I choose maybe just one thematic in our team. The title is about lipids. So lipidomics comes of age. So I'm leading the team as Cyril introduced in environment, bioenergy, microalgae, and plants. So we have many different research lines, but all these research lines work together to try to help us understand how we can harvest the biomass for either human benefits or for climate mitigation. So what about lipids? What are lipids? Lipids are made of many very long chain hydrocarbon structures, and often, strictly speaking, are fatty acids and their derivatives, like here, glycerolipids. These consist of majority of lipids in the nature. But of course, broadly speaking, if we go to textbook, some people will consider anything that are soluble in organic solvents, but that are not soluble in water. And this is another definition of lipids. And this talk, I mostly focus on lipids that are derived from fatty acids. In nature, there are many thousands of different structures, collectively all called fatty acids, but there are good and bad ones, and there are also ugly ones. But all this definition of good, bad, or ugly is really context related, because some fatty acids, for example, good for human health, like omega-3 fatty acids, but it's really very bad for industrial applications, and vice versa. Some fatty acids, like ricinoleic acid, are very important and good drying materials in the paint, but they are not good for health. So these are all depend on the context, depend on the downstream utilities of lipids. And the lipid properties and also its biological roles are determined by many factors, but mostly fundamentally are determined by their physical chemical structures and the properties. As here, I showed you some example. It can determine by the fatty acid chain length and the degree of saturation.
So a simple chemical reaction, enzymatic reaction that convert a straight chain fatty acid to one that has one double bond and can convert a lipid from what we can see butter to olive oil. So these simple changes in structures can allow many different changes in property and of course in its utility. And here there are some other examples. The glycerolipid, depending on the hide groups, the chemical and structure of hide groups can allow the membranes to form curvatures. We know in human cells or in algal cells, all these curvatures are important for fatty acids and the proteins that they are housing in the membrane for their functions. And so these are all important not for biotechnological applications, but also for physiological roles inside the cell. And lipids traditionally are studied for a large number of products like feed, food, and also biofuel, but they are not really limited to this. All this we are very familiar, as I said, fish oil, cooking oil, and also different type of cosmetics, creams, and soaps. They are all made of fatty acids. And the upcoming focus on the utility of lipids are, of course, for biofuel productions, but not only in this. Because they are found in all cell types and they are made by all cell types, because they are fundamental physiological roles and lipid are structural components of membranes. For example, we don't find mutants that cannot make fatty acids. They will be dead. And they are also a form of carbon energy storage. And there's from here lipid droplet in a sunflower seed. And they play also signaling roles and cell-to-cell communications. And in addition to these intracellular lipids, there are also extracellular lipids that form the skin of the plant surfaces, as shown here. Of course, they are for UV protection and also for drought and tolerance and for different insect attack, many roles for protection of plants from this adverse environment. And recently in literature has also shown that they play an evolutionary role in plant and fungal communication. And so this is, I'm not going to detail here, but just to highlight that they are made by all cell types and ubiquitously found in all living organisms. And lipid remodeling, because it's fundamental physiological role, and lipid remodeling has been shown to be very critical for plants or any cells, bacteria, microalgae, adaptation to changing environment. For example, in the land, how plants can survive or not, heat and cold temperature switches, and also salt stress and different type of herbivore insect attacks, and lipid remodeling can help. You see that plants that cannot do this, and they cannot support the heat, very high heat. And a recent paper in Science has also shown that in the ocean microalgae community, how lipid desaturation levels can also determine and how microalgae can survive or not in the distribution of global waters. And these are important for a number of industries, for example, fishing, and we all want to fish the omega-3 rich fish. So they are originally from microalgae community. So these all have very significant ecological notions in this aspect. So for the next slide, I will tell you a few examples of our ongoing research on the question of can lipid provide a solution to this climate change, as shown here, either extreme heat and extreme drought and different temperatures and different environment. And we are living through this every day now. So there are two areas I will give you examples on lipids as role to mitigate climate and lipids, of course, for a sustainable green and bioeconomy. So in the role of lipids in cell adaptation to climate change, we have two ongoing projects, one with other researchers from the BIAM, Laurence Blanchard and Ariane Degout, on how or what's the role of lipids in the regulation or response to ionizing radiation. We know there are some bacteria, they are very highly resistant to
increasing amount of radiation, but others not. So by performing comparative lipidomics, we're hoping to find some piste and some molecular targets for further investigation. And we also have a collaboration with Marbeck Institute, close to site in Montpellier, and on how to mitigate the coastal waters. As shown here, an image of how microalgae overgrowth can really bring problems, not only for our basin, for swimming, but also for local industry in oysters and mussels and cultivation. And this lipid could play a role also in adaptation of this microalgae to heat and to different nutrient oversupply as well. So go back to the tradition of our group as known for the study of lipids for biofuel, and lipids is not only related to biofuel, source of biofuel, but also a source of green chemical materials. And we have two ongoing major projects. One is this PRB BEST. That's how to use and explore the potential of microalgae as a source of biofuel, but also biomaterials. Like I said in the general introduction, many fatty acids are good or bad for health. So we could also produce oils rich in omega-3 fatty acids that can open other applications. And there's also a pre-maturation startup project, ELCASSON, led by the two young researchers of our team into how to explore the use of the newly discovered enzyme FAP for production of hydrocarbons from a biological means. Traditionally, hydrocarbons are made distilled from the fossil fuel. So that's less pure and has a high cost, of course. But now we are exploring a biological way of producing these very useful molecules for the cosmetic industry. So all this work is not possible without the support and without also our hand-to-hand. It's part of our team as well, ILUBioTech platform, where we house a large palette of different type of lipidomic analysis, and they are led by Bertrand Daugery and helped with Marie and Stéphane into maintenance and development of new methods for different type of lipid analysis. So this is my last slide. I thank you for your attention. Merci Yonghua pour votre présentation. Avant de laisser la parole donc au docteur Nathalie Pratt-Léonard pour une présentation de son équipe Plant Environmental Physiology and Stress Signaling, je voudrais juste rappeler de pas hésiter. N'hésitez pas durant les présentations à poser vos questions par chat au fur et à mesure, comme ça on les relaiera à la fin du webinaire pendant le temps d'échange. Voilà. Maintenant, je laisse la parole à Nathalie pour la présentation de son équipe. Merci Nathalie. C'est bon, vous voyez? Parfait. Alors, il n'est pas en mode diaporama. Il n'est pas en mode diaporama. On voit la présentation. Vous voyez la présentation, mais pas en mode diaporama, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Est-ce que là, ça marche? Alors là, pour l'instant, on n'est toujours pas en mode diaporama. On est en mode... Je fais la même chose que tout à l'heure. Ouais. Nathalie, oui? Il faut que tu fais le partage temps écran, en fait. Il ne faut pas choisir partage fenêtre. Si tu choisis partage temps écran, c'est ce que j'ai fait. Oui. Pour moi, ça a marché. Ouais. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Ouais, fenêtre, ça marchait. Sinon, par défaut, il y a bureau ou sinon, je le projette, comme vous préférez. Est-ce que là, c'est bon? Là, c'est bon, c'est parfait. Ça marche. OK. C'est à vous. Donc, bonjour. Donc, je m'appelle Nathalie Pratt-Léonard. Donc, je travaille au BIAM dans l'équipe Plant Environmental Physiology and Stress Signaling. Et donc, vous avez une représentation ici de l'équipe. Et donc, nous, l'équipe a pour objectif
de traiter, d'essayer de comprendre les mécanismes et les enjeux pour répondre au stress hydrique. Donc, juste une petite slide de présentation pour vous expliquer, je pense que tout le monde est sensibilisé aujourd'hui, face au réchauffement climatique, il est nécessaire et indispensable de réduire la vulnérabilité de l'agriculture à des risques accrus de manque d'eau. Et ici, vous est représenté en fait une carte sur les conditions qui aujourd'hui sont déjà en stress hydrique. Et vous voyez que, y compris l'Europe et toute la partie sud du continent et même nord, est déjà bien affectée par le manque d'eau. Donc en fait, les objectifs et les thèmes de recherche que nous développons dans l'équipe est de comprendre les mécanismes physiologiques et moléculaires impliqués dans le contrôle de la réponse au stress hydrique des plantes et afin de développer des solutions qui pourraient permettre une meilleure adaptation à la sécheresse. Dans le cadre de nos études, je ne sais pas si vous voyez ma souris, en fait, on s'intéresse à deux aspects. Donc, on utilise des approches de type, on observe les mécanismes physiologiques de réponse à l'adaptation au stress hydrique. Et notre objectif est vraiment un enjeu de recherche fondamentale et de décortiquer et d'identifier finalement les mécanismes moléculaires. Donc, en fait, je vous ai représenté ici, c'est de partir de la perception de la sécheresse, essayer de comprendre comment de la perception de la sécheresse, on arrive à une réponse morphologique et physiologique et métabolique, et comment essayer de décortiquer et de comprendre finalement toutes ces voies de transduction du signal, de comprendre quels sont les gènes et les protéines qui sont impliquées dans ces processus pour permettre une réponse adaptée et améliorer cette réponse au stress hydrique. Donc, dans l'équipe, on a deux grands axes de recherche. Une première qui concerne la signalisation du stress oxydant associé au stress hydrique. Et une deuxième thématique qui est plus en lien avec la régulation et la compréhension des mécanismes de régulation des mouvements somatiques. Donc, je vais détailler très rapidement ces deux approches, enfin ces deux thèmes de recherche. Donc, concernant la signalisation du stress oxydant, en réponse à de fortes lumières ou en réponse à des stress hydriques, en fait, on a une synthèse de certaines molécules, de voies de signalisation, et plus particulièrement, il a été identifié dans l'équipe, par le docteur Michel Avaux, une molécule qui est synthétisée par les plantes, qui est l'acide bêta-cyclocitrique. Et cette molécule est issue de la voie de synthèse des bêta-carotènes. Et en fait, cet acide bêta-cyclocitrique, ou le BCC, est synthétisé à partir de l'acide bêta-cyclocitral, qui est une molécule qui est volatile, et il a pu démontrer que cet acide bêta-cyclocitrique était capable, en fait, lorsqu'on l'applique sur des plantes, d'améliorer nettement la tolérance au stress hydrique. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour l'équipe est de comprendre finalement quel est le mode d'action de cet acide bêta-cyclocitrique et ou du BCC ou du BCCA. Et pour faire ça, en fait, pour comprendre et identifier les acteurs de ces molécules-là, en fait, on développe des approches soit par criblogénétique et en in vivo, soit par différentes techniques pour enfin identifier et comprendre finalement quelles sont les voies de réponse et les voies de signalisation de ces molécules. Et actuellement, en fait, en identifiant cette molécule Inplanta, qui est une molécule naturelle, Michel a pu mettre en évidence que cette molécule qui a été déposée et brevetée, que cette molécule donc, est capable de permettre la tolérance au stress hydrique, et ce qui a permis, dans le cadre du séminaire d'aujourd'hui, de pouvoir, par exemple, développer des collaborations avec des industriels. Le deuxième aspect sur lequel nous travaillons, il s'agit sur la réponse et la régulation des mouvements stomatiques. Donc, très rapidement, en fait, au niveau des plantes, au niveau des feuilles, Yongwa vous a présenté que les plantes avaient des lipides pour protéger leur déshydratation par rapport au stress hydrique. Mais il existe aussi au niveau des feuilles des petits pores que l'on appelle des stomates. Et ces stomates, en fait, sont responsables des échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère. Et c'est au niveau de ces stomates qui s'ouvrent notamment durant la journée pour permettre l'entrée du dioxyde de carbone pour la photosynthèse. C'est aussi par là que s'évapore le flux de transpiration qui permet notamment le pompage des nutriments dans le sol et permettre les échanges ioniques et d'eau entre la plante et l'atmosphère. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, chaque fois qu'une molécule de CO2 rentre par les stomates, s'évapore 800 molécules d'eau.
Donc, un des grands enjeux pour nous est de comprendre comment fonctionnent ces stomates afin d'améliorer et de comprendre, en comprenant ce mode de régulation, comment on pourrait moduler les cinétiques d'ouverture ou moduler les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère. Donc, pour cela, en fait, on a développé des outils d'imagerie non invasive, notamment l'imagerie thermographique infrarouge, qui permet de mesurer de façon très fine la température des feuilles. Et en réalisant des cribles génétiques, c'est-à-dire en recherchant dans des populations mutagénisées, on a recherché des plantes qui n'étaient plus capables de répondre, de fermer leurs stomates, par exemple, en réponse à un stress hydrique. Donc, grâce à ça, en fait, on a pu identifier un certain nombre de molécules et d'acteurs qui sont capables de réguler la transpiration foliaire et donc de résister et d'améliorer leur tolérance à la sécheresse. C'est ce qui vous est illustré ici. Par exemple, vous avez ici la plante sauvage et nous avons pu identifier des plantes qui avaient des capacités de résistance et des capacités de croissance plus importantes parce qu'elles sont affectées dans la régulation de ces échanges gazeux. Donc, l'objectif de l'équipe, en fait, est d'identifier les voies de signalisation et les modes de régulation des échanges gazeux et des effets de la lumière et du stress hydrique en combiné sur l'ajustement de la croissance en réponse à des stress. Nous avons par le passé aussi, c'est juste une illustration de ce que nous avons pu faire, puisque dans l'équipe, nous travaillons essentiellement sur l'espèce modèle Arabidopsis, mais nous avons aussi développé de nouvelles approches en introduisant des espèces d'intérêt agronomique, telles que le maïs. Et donc, l'idée, c'est de travailler en partenariat avec des industriels ou, par exemple, dans le cas de la sélection d'un gène à la tolérance à la sécheresse, nous avons identifié ces gènes et réalisé des tests au laboratoire. Et ensuite, en partenariat, nous avons pu effectuer du transfert de compétences ou en transfert sur des espèces d'intérêt agronomique comme le maïs, afin d'améliorer la tolérance directement au champ. Et aujourd'hui, nous avons des champs expérimentaux grâce à une collaboration avec Biogema aux États-Unis pour faire des tests en milieu réel. Une des approches aussi qui a été largement exploitée dans le laboratoire, c'est dû aux compétences et à l'expertise que nous avons sur le domaine, l'étude des transporteurs membranaires. Nous avons, dans le cadre d'un projet lié à l'issue de l'accident de post-Fukushima, nous avons mis au bienfait nos services sur l'étude des transporteurs pour développer des phytotechnologies. Notamment, nous avons pu identifier des transporteurs qui étaient impliqués dans le transport du potassium initialement, et nous avons pu identifier leur rôle leur rôle dans le transport du césium. Donc, il y a un élément radioactif qui a été rejeté dans les sols et a contaminé les sols lors de l'accident nucléaire de Fukushima. Donc, en utilisant différents types de stratégies et différentes expertises que nous possédions dans le domaine du transport, nous avons pu mettre en place des études et aller jusqu'à l'utilisation de ces compétences, et en faisant du transfert chez le riz, pareil, utiliser et développer des projets en collaboration avec le Japon. Et donc, ce projet est un PIA qui s'appelle Déméter et qui a permis de développer des biotechnologies pour l'assainissement des sols de Fukushima. Donc, en fait, on a développé des approches phytotechnologiques et biotechnologiques, d'une part pour remédier les sols, notamment dans la zone de Fukushima, mais aussi pour produire du safe use et du safe food en réponse à la situation de crise post-accidentelle. Comme l'a présenté Yonghua aussi, je pense que voilà, tout le savoir-faire du BIAM aussi est lié à l'utilisation des plateformes, et tous les travaux que nous pouvons mener, c'est parce que nous sommes capables dans l'Institut, et grâce aux plateformes et notamment à Phytotech pour le cas des plantes, de pouvoir avoir des suivis de croissance, et on a développé une expertise et des outils qui sont essentiels pour aller de la fonction du gène du
du phénotypage à grande échelle, ce qui nous permet en fait de pouvoir suivre des paramètres essentiels de croissance et surtout de pouvoir appliquer aussi des stress hydriques en conditions extrêmement contrôlées et qui nous permet de pouvoir effectuer des études en milieu contrôlé. Voilà, j'ai essayé d'être la plus brève possible, donc je vous remercie pour votre attention et je reste ouverte à vos questions. Merci beaucoup Nathalie. Effectivement, on voit que face aux enjeux climatiques, mais pas seulement, hein, même géopolitique actuelle, l'importance de la disponibilité, par exemple, des céréales dans certains pays, toutes ces recherches autour de la résistance à la sécheresse sont importants pour la suite. Hein. Donc, très intéressant. Ben, Maintenant, je vais laisser la parole donc au docteur Damien Fèvre pour présenter l'équipe microbiologie environnementale et moléculaire. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, je ne vais pas présenter l'équipe, je vais présenter juste les recherches dans mon groupe, puisque au niveau chimie, je dirais, c'est essentiellement ce qui est fait dans mon équipe, enfin mon petit groupe de recherche qui, aujourd'hui, c'était plutôt chimie. Très bien. Je vais vous présenter sur tout ce qu'on fait. Donc, vous voyez mon écran là? C'est parfait, il marche. C'est à vous. Okay. Vous pouvez y aller. Donc, en fait, je ne savais pas trop si je devais vous présenter en français ou en anglais, mais donc, j'ai des slides en anglais, mais je pourrais vous parler français, c'est pas un souci. Alors, donc en fait, nous, on essaie de développer aujourd'hui des matériaux parce que la science des matériaux, comme je vous le montrerai, elle n'est pas vraiment une science durable, enfin, elle ne présente pas d'approche durable, et nous, on essaie un petit peu de remédier à ça. Donc, comment on fait, hein? En fait, on sait que dans l'environnement, et vous avez ici quelques exemples, il y a de nombreux organismes qui sont capables de former des matériaux qui sont très contrôlés, donc qui ont des formes contrôlées, des tailles contrôlées, et ça dans des conditions qui sont des conditions environnementales. Donc, à part les espèces qu'on appelle extrémophiles, qui vivent peut-être au fond des océans ou à de très fortes températures, très forte pression, la plupart de ce que vous voyez ici, ce sont des bactéries ou des humains ou des éponges. Elles vivent dans des conditions environnementales qui sont les conditions que vous connaissez, c'est-à-dire à environ une vingtaine de degrés et dans des conditions atmosphériques au niveau de la pression. Et donc, si on compare, par exemple, ces matériaux biologiques avec des matériaux qui sont faits par l'humain, on voit deux choses. On voit que, d'une part, les matériaux qui sont faits par l'humain, quand on a un code précis, on va avoir toujours le même output, le même système déformé, ici les premières voitures Ford. Et ce qui est aussi important à noter, c'est que donc l'humain va avoir accès à toute une gamme de températures et de pression, et également accès à tous les éléments chimiques de la table de Mendeleïev, alors que les matériaux biologiques, eux, ils vont devoir travailler avec des conditions physiologiques sans éléments qui sont des éléments critiques, et ils vont être en plus capables de répondre en fait à toute une gamme de paramètres environnementaux, et il va y avoir certes un même système génétique, mais ce qui sera produit pourra varier dans une certaine mesure en tout cas. Donc pourquoi les organismes font ces matériaux? C'est un petit peu humoristique ici, mais ils font ces matériaux parce que eux, généralement, ils ont des besoins vitaux pour ces matériaux. Par contre, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'ils font ces matériaux, comme je l'ai dit, de manière durable et de manière environnementale, donc sans avoir un impact environnemental fort. Alors, dans l'équipe, on travaille avec particulièrement deux types de micro-organismes. Vous voyez ici les algues cocolithophores qui forment de la calcite. Donc, il y a toute une sphère autour de l'organisme qui est faite en calcite et qui ont des impacts environnementaux très forts. Parce que ce que vous voyez ici, donc à Douvres, les falaises de Douvres et en France à Etretat, ce sont en fait des restes de ces microalgues.
Et puis, il y a des collègues américains qui sont en train d'essayer en fait de produire des espèces de briques sur la base de ces microalgues, de ces calcites. Et quand on a en tête que en fait, les matériaux de construction sont des producteurs d'environ une vingtaine de % du CO2 qui est relargué dans l'atmosphère chaque année, si on pouvait fabriquer des briques qui, elles, consomment du CO2 plutôt que de relarguer, ce serait déjà aussi un pas dans la bonne direction pour notre client. Et puis, on travaille avec ces bactéries magnétotactiques. Donc, j'ai un petit film ici. Ce sont des bactéries, vous voyez ici, qui forment des chaînes d'aimants. Et grâce à ces aimants, on peut contrôler la direction du déplacement de ces bactéries et utiliser ce déplacement pour des applications médicales. Mais il faut aussi savoir, en plus, que en fait, on retrouve ces bactéries dans l'environnement et qu'elles laissent leurs traces dans des sédiments et qu'on peut utiliser cette trace pour reconstruire les climats passés. Donc, on a des micro-organismes, des choses qui sont toutes petites, mais qui peuvent avoir des impacts en macroscopique et qui peuvent avoir des impacts au niveau engineering, à la fois donc en médecine ou dans le geoengineering dans le futur. Alors, dans l'équipe, donc, comme je l'ai dit, on travaille sur ces deux types de micro-organismes, mais on travaille aussi sur des particules qui peuvent être formées ou ingérées par l'homme. On produit ces nanoparticules pour essayer, puisqu'elles ont des applications médicales, d'avoir des productions qui se font, encore une fois, dans des conditions certes contrôlées, mais à basse température et à basse pression. Et grâce à ça, on peut développer des micronageurs qui vont avoir des applications médicales. Alors, je vais essayer de vous présenter un petit peu la base de ce qu'on fait. Et puis, si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par la suite. Donc, les bactéries magnétotactiques, eh ben, en fait, ce qui est particulièrement intéressant dans leur cas, donc je vous ai montré, je montre ici comment on fait. On prend un microscope et puis on regarde entre lame et lamelle. Alors, on va mettre simplement de l'eau. Et ici, donc, on voit une partie où il y a de l'eau, une partie où il y a de l'air. Et quand on va rapprocher un aimant du côté, je vous montre ce qui va se passer. Donc, on a ces bactéries, en ayant notre aimant ici, qui vont venir s'en rapprocher de l'interface, qui vont s'agglomérer à l'interface. Et on a un autre type de bactéries, que vous voyez maintenant ici, qui vont être capables de nager dans les deux directions du champ, mais s'orienter le long d'une ligne de champ. Et comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'elles ont ces nanoparticules que vous voyez ici, qui sont des oxydes de fer, et ces oxydes de fer qui leur permettent de s'orienter dans le champ magnétique terrestre. Alors nous, ce qu'on fait, on va utiliser du synchrotron, par exemple, pour combiner avec des puces de microfluidique, comprendre dans quelles conditions, quels sont les mécanismes qui vont être capables de former ces nanoparticules. Donc on a par exemple ici un résultat. Donc on est capable de regarder dans des conditions in situ où on a la bactérie qui va être dans l'eau comme elle aime et on va lui donner les conditions chimiques nécessaires pour qu'elle puisse former ces nanoparticules de fer. Et ça, après, quand on va comprendre les mécanismes, on va essayer de pouvoir les reproduire chimiquement. Donc on a là vraiment des choses qui nous permettent de mieux comprendre où a lieu la minéralisation, quels sont les éléments chimiques qui rentrent en compte dans ce mécanisme, et non seulement les éléments, mais également les différents minéraux qui sont utilisés par la bactérie pour finalement arriver à ces magnétites, ces oxydes de fer. Et donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on utilise ce savoir pour après mettre en place des synthèses chimiques. Donc, vous voyez ici la photo du réacteur que l'on utilise. Donc, on va avoir des conditions chimiques contrôlées. Vous voyez sur l'écran ici en bleu, en fait, c'est le pH de notre solution qui est contrôlé. Vous voyez ici en noir, à l'intérieur, ce sont nos particules. Et donc, on va pouvoir utiliser différentes conditions chimiques. Alors, vous voyez ici, on va
faire varier la température, par exemple. Quand on varie la température, on voit qu'on va pouvoir, en fonction du temps de synthèse, avoir différentes tailles. Donc, plus on a des températures basses, plus la croissance va être lente. Et plus on a une température forte, plus la croissance va être rapide. Ce qu'on voit, par contre, c'est qu'on obtient des nanoparticules, ce que vous voyez ici, qui vont avoir tendance à s'agglomérer, qui vont quand même être pas toutes exactement de la même taille. Donc, on souhaite aussi améliorer ça, puisqu'on a vu que dans les bactéries, elles étaient toutes de la même taille, elles étaient toutes de la même morphologie. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter aussi des additifs. Donc, ici, on a un ajout, par exemple, de la polyarginine, donc, qui est un aminoacide. Et quand on utilise la polyarginine, on voit aussi qu'à différents pH, on va avoir différentes tailles. Et surtout, vous voyez ici, on insère une photo de microscopie électronique de transmission, et on voit que toutes les particules sont bien de la même taille. Donc là, en utilisant cet additif, on peut voir qu'on va avoir non seulement des tailles qui sont toutes les mêmes, mais également des morphologies qui sont toutes les mêmes. Et enfin, donc, comme je vous l'ai dit, on va utiliser aussi ces nanoparticules pour faire des micronageurs, pour avoir en tête des différentes applications ensuite pour la médecine. Donc, ce qui se faisait classiquement, avant que nous on arrive, pour avoir des synthèses de micronageurs, c'est qu'on utilisait des machines, comme vous voyez ici, qui est le glancing angle deposition. Donc, c'est des systèmes qui sont très complexes, qui sont très coûteux. On ne peut avoir ces micronageurs qu'en faible quantité et qui vont être tous les mêmes. Donc, nous, on a mis au point une synthèse qui est beaucoup, beaucoup plus simple. En gros, on va utiliser les nanoparticules qu'on synthétise. On met ça dans une cocotte minute avec un petit peu de sucre. Et ce qu'on obtient, vous le voyez ici sur l'image d'une microscopie électronique, ce sont des agglomérats de nanoparticules. Et ces agglomérats, comme vous allez pouvoir le voir dans la slide ici, on est capable de les contrôler avec un microscope sous champ magnétique. Donc ici, voilà, on traque notre micro-robot et en fonction du champ magnétique rotatif qu'on applique, le micro-robot va se déplacer dans différentes directions. Donc au début, on va de haut en bas et maintenant on va de droite à gauche. Et donc on est capable de contrôler sous le microscope la direction de nage de ces micronageurs. Et on a donc, entre-temps, développé des techniques qui nous permettent de fonctionnaliser ces micronageurs, d'avoir, par exemple, différents médicaments en surface, d'avoir des molécules qui sont fluorescentes en surface, et donc on peut les injecter également, par exemple, dans des petits animaux, et pouvoir suivre dans des petits animaux le déplacement de ces micronageurs. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, on étudie les matériaux biologiques et on développe au sein du laboratoire des approches un petit peu originales pour comprendre comment les processus de bionisation se passent afin de pouvoir mettre en place des synthèses chimiques de ces nanoparticules en milieu contrôlé mais dans des conditions durables. Et enfin, on utilise ces nanoparticules pour développer des matériaux qui sont actifs et on commence à mettre en place des applications médicales basées sur ces micronageurs. Voilà, je vous remercie et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Damien. Ben oui, il ne faut pas hésiter donc en fin de webinaire à poser vos questions ou même déjà à les préparer tout de suite. Le temps passe très vite, donc je vais tout de suite laisser la parole à Virginie, au docteur Virginie Chapon qui va nous parler donc d'interaction protéine-métal. Et on finira donc par la valorisation de la recherche avec le docteur Gabriel Gras, voilà, avec 2 présentations d'1 minute chacune, et on finira par un temps de questions. Voilà, donc Virginie, c'est à vous. Alors, en principe, je suis en train de partager. Oui, je vois ça. Le plein écran arrive normalement, donc bonjour à tous. Donc, je travaille au BIAM dans l'équipe des interactions protéines-métal et je vais vous montrer un petit peu ce que nous faisons sur l'utilisation des bactéries et des protéines pour la capture sélective et la détection de métaux et radionucléides. Alors, la problématique générale, c'est que des activités anthropiques qui sont liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire
donc les activités minières, de démantèlement, donc de production par fission ou fusion, mais également des activités de plus en plus importantes d'utilisation de terres rares pour notamment la construction d'éoliennes et de moteurs électriques, pose des problèmes de contamination liés à la présence de radionucléides et de différents métaux dans l'environnement, qui nécessitent donc des approches de développer des techniques de détection, de remédiation et éventuellement aussi de recyclage. Donc, c'est dans ce contexte que nous nous intéressons à des métaux et des radionucléides tels que les actinides, notamment l'uranium, le plutonium et l'américium, les lanthanides, donc toute la famille qui va du lanthane jusqu'aux terres rares de rayons ioniques plus importants, les alcalino-terreux, donc notamment le strontium et le cobalt. Donc, pour aborder ces questions, en fait, on développe essentiellement 4 axes. Dans le premier axe, on va développer des recherches pour essayer de décrypter les propriétés moléculaires des sites métalliques, avec des approches de chimie de coordination, l'étude des structures propriétés au niveau donc, de ces sites métalliques. On va également développer des approches d'écologie microbienne, génomique comparée, etc., pour exploiter la biodiversité bactérienne pour des phénotypes d'intérêt. On va aussi étudier la réponse cellulaire aux métaux avec des approches moléculaires de type omique, génétique, biochimie et spectroscopie pour accumuler des connaissances sur la façon dont les bactéries notamment répondent aux métaux. Et on va enfin utiliser toutes ces connaissances pour développer des outils pour la surveillance et la bioremédiation, donc des approches d'ingénierie protéique, évolution dirigée, etc. Je vais vous montrer quelques exemples tout de suite. Voilà, donc en ce qui concerne l'exploitation de la biodiversité, illustration d'un projet qui est développé depuis quelques années dans l'équipe. Donc, nous sommes partis de bactéries d'environnements riches en radionucléides, tels que des sols uranifères ou bien les sols contaminés de Tchernobyl, pour constituer des collections de bactéries, du sol notamment. Et dans ces collections de bactéries, on a identifié des souches qui sont capables de résister à l'uranium. Et grâce à des approches globales de protéomique comparée notamment, on a récemment découvert un nouveau système de détection et de capture de l'uranium qui implique une protéine membranaire qui s'appelle UIPA, qui est représentée au milieu en rouge, là, qui ressemble à un nœud papillon. Donc, c'est une protéine qui est capable de séquestrer avec une très forte affinité l'uranium et le fer-3. Et cette protéine est couplée à un système de détection, de réponse cellulaire qui donc pourrait constituer des outils, des briques fondamentales pour le développement de mécanismes de bioremédiation et de biodétection. Donc ça, c'était un premier exemple. Le deuxième exemple, ce sont 2 projets que nous développons aussi dans l'équipe pour la bio-ingénierie de nouveaux sites métalliques. Alors là, l'approche qui est utilisée, c'est de partir de sites métalliques qui sont bien caractérisés, donc par exemple un facteur de transcription qui va répondre au zinc, ou bien une protéine qui est capable de fixer le calcium, et par ingénierie protéique ou par évolution continue, on va changer la sélectivité de ces protéines pour les faire fonctionner avec d'autres métaux. Alors dans le premier exemple, on a utilisé un système d'évolution continue assisté par des phages pour changer un facteur de transcription qui répond normalement au zinc pour aller vers le cobalt. Et dans le deuxième exemple, on est parti d'une protéine qui fixe normalement le calcium, on l'a modifiée par mutagénèse dirigée et on l'a changée en une architecture chélatante de l'uranyle qui devient très spécifique de l'uranyle et très affine de l'uranyle. Voilà.
Ensuite, donc, ça, ce sont en fait les protéines. Ce qu'apporte la biologie, c'est vraiment la sélectivité. C'est très intéressant par rapport au système basé sur la physico-chimie uniquement. Dans cet exemple ici, donc, vous avez l'illustration de l'application de protéines pour lesquelles on a changé les capacités de séquestration des métaux pour construire un biodétecteur qui, dans ce cas-là, va être capable de détecter la fraction d'uranium biodisponible, c'est-à-dire la fraction qui est capable d'avoir un effet sur les organismes vivants. Donc, dans ce système, en fait, une protéine qui est capable de fixer l'uranyle développée au laboratoire a été couplée à 2 protéines fluorescentes, et quand le métal est présent, on va avoir un transfert de fluorescence, donc ce qu'on appelle le FRET, qui est donc spécifique de la présence d'uranyle et qui a été transplanté dans des racines de plantes. Et vous voyez dans les photos en bas qu'on obtient des plantes qui donc s'allument en réponse à l'uranyle quand l'uranyle arrive à atteindre les racines. Donc ce qu'on détecte ici, c'est vraiment la fraction qui est capable de rentrer dans la racine. Et enfin, donc, un dernier exemple pour illustrer les approches développées dans l'équipe, c'est l'utilisation de cyanobactéries. Donc, les cyanobactéries, ce sont des micro-organismes photosynthétiques, et dans ce cas particulier, eh bien, ce sont des cyanobactéries qui sont capables d'hyperaccumuler des alcalinotéreux pour former ce que vous voyez dans cette magnifique photographie. On dirait, donc c'est une cellule bactérienne qui a formé comme des perles, hein. Ce sont des billes de carbonate de calcium. Donc on ne sait pas du tout comment cette accumulation se forme ni pourquoi. Donc ça fait partie des choses qu'on étudie. Quels sont les mécanismes impliqués dans cette accumulation particulièrement efficace et donc cette biominéralisation de carbonate de calcium. Et parmi toutes ces souches capables de faire ces carbonates de calcium, il y en a une en particulier pour lesquelles on s'est rendu compte de sa capacité à accumuler sélectivement 2 alcalinotéreux bien spécifiques, le strontium et le radium, y compris en présence d'un compétiteur qui est le calcium. Donc, cette souche qui s'appelle Gloeomargarita lithophora, on a montré qu'elle était capable d'accumuler des traces de strontium 90 et de radium 226, y compris en présence de calcium, des concentrations de 6 ordres de grandeur plus importantes dans le milieu. Voilà, donc ces souches-là, il y a actuellement une thèse dans l'équipe qui vise à montrer l'utilité potentielle de cette cyanobactérie pour décontaminer des effluents radioactifs. Et donc ça, c'est une chose un petit peu plus amont. C'est un projet qui démarre dans l'équipe également. Donc cette fois-ci, on utilise un micro-organisme capable d'utiliser le lantane pour un métabolisme cellulaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout nouveau, l'utilisation des lantanes en tant que métal biologique. Donc c'est un système assez complexe, hein, vous voyez, qui fait probablement intervenir de nombreuses protéines pour que la bactérie puisse acquérir, transporter et utiliser ce lantane. Et en fait, la connaissance au niveau moléculaire de ces différentes protéines pourrait permettre à terme de développer des procédés de recyclage des lantanides, mais également pourrait servir comme brique fondamentale pour développer des systèmes de remédiation et de capture d'actinide 3 qui ont des propriétés chimiques assez proches. Voilà. Mais c'était ma dernière diapo. Merci pour votre écoute et puis pour vos questions peut-être. Merci beaucoup Virginie. Oui, on attend les questions tout à l'heure. Donc on va passer, après ces présentations donc, des différents laboratoires, à une présentation de la valorisation de la recherche au BIAM par le docteur Gabriel Gras. Bonjour, bonjour Gabriel. Et merci.
Merci à Donc, vous. je lance là le partage. Voilà, Et vous avez. normalement, vous devriez voir. Est-ce que vous le voyez bien? C'est parfait, ça marche. Bien. Vous avez Oui, je vais essayer d'aller vite. la parole. Donc, comme vous l'a indiqué Cyril en début de webinaire, donc nous avons des équipes qui travaillent sur des axes environnement, microbio et biologie et bioénergie, et tout ça autour de 7 plateaux techniques mutualisés auxquels ont accès tous les chercheurs de l'Institut, mais qui sont aussi des plateformes ouvertes sur l'extérieur, c'est-à-dire que on n'est pas très poussé à faire de la prestation, mais nous sommes des collaborateurs très ouverts à tout projet qui viendrait de l'extérieur, de collaboration ou de partenariat industriel. Donc parmi ces plateformes, je vais citer d'abord Heliobiotech, qui est une plateforme de culture des microalgues et d'analyse du lipidome des microalgues, plateforme très active adossée à un projet européen et qui a de nombreux partenariats avec l'extérieur. Nous avons également Phytotech, qui est une plateforme permettant de faire de la culture en conditions contrôlées, donc en phytotron, mais aussi en enceinte étanche pour contrôler les entrées et l'atmosphère autour du végétal, et puis du phénotypage 2D sur des végétaux. Donc là aussi, nous avons des accords avec des sociétés régulièrement, qui ont besoin de l'expérience développée ici. Alors nous avons aussi un plateau technique de dosage des ions qui en fait permet de doser les métaux et les ions par méthode ICP. Et je mettrai avec aussi le Zoom, qui est une plateforme de en fait, c'est l'ensemble des microscopes de haute technologie, avec un microscope confocal de dernière génération, et nous attendons pour bientôt un microscope Raman qui permet de faire la cartographie des éléments chimiques en superposition avec des images confocales. Alors, sur tous ces plateaux techniques, on a des comptes d'exploitation qui permettent de savoir combien coûte en maintenance pour les divers coûts, et donc on peut tout à fait faire des contrats, et parfois des entreprises viennent nous voir. Et c'est le cas avec Protein Tech actuellement, puisque Protein Tech, c'est une plateforme qui permet de faire du clonage à la cristallisation des protéines recombinantes, en passant par leur contrôle de qualité et le contrôle de leur affinité pour divers substrats. Et comme nous avons récemment acquis, grâce à l'aide de la région sud, des appareils qui permettent justement d'analyser les affinités finement et affinités d'association de molécules, nous avons actuellement un partenariat qui se monte avec une société qui va, en collaboration avec nous, venir utiliser ces appareils chez nous. Donc on est ouvert à la collaboration et on a toutes ces expertises. Toutes ces plateformes sont visibles sur le site internet du BIAM, et donc il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voir ce qui est disponible et nous joindre si vous avez des propositions de collaboration. Alors, la stratégie au BIAM, c'est quoi? C'est de la recherche de très haut niveau, comme vous l'avez déjà vu. Et quand on va publier, on se pose d'abord la question de est-ce qu'il y a une technologie valorisable dans ce qu'on publie? Alors, si on considère que non, on va tout de suite à la publication au domaine public, publication académique. Si on considère que oui, dans ce qu'on a découvert là et qu'on a écrit, il y a de la technologie valorisable, on va se poser la question de comment la valoriser. Donc, si on pense que la bonne stratégie, c'est de faire un savoir-faire tenu secret, on ne va pas publier. Mais on va évidemment très vite essayer de lancer la valorisation de ce savoir-faire. Et si on considère qu'il ne faut pas le tenir secret, mais qu'il faut un brevet pour le protéger, on lance un brevet. Et ensuite, une fois que le brevet est déposé, on peut revenir à publication, puisque dès que le brevet est déposé, c'est protégé, et donc on peut publier avec généralement 6 mois de retard. Alors ça, c'est un petit peu ce qui est facile qu'on fait au jour le jour, au fur et à mesure des publications. Mais après, il y a des choses un peu plus compliquées pour des chercheurs de recherche fondamentale, c'est comment valoriser ces savoir-faire tenus secrets ou ces brevets. Et là, on se pose la question de est-ce qu'on doit monter des partenariats avec
des boîtes qui seraient intéressées. Et là, effectivement, on va faire des accords de collaboration ou du licenciement de la propriété intellectuelle. Là, c'est donc une nouvelle aventure qui commence quelque part. Et puis, quand on a envie de garder la techno en interne, de la valoriser par nous-mêmes, eh bien, on rentre en maturation interne et éventuellement création de start-up. Ce qui fait qu'au final, sur les ressources du BIAM, vous voyez donc à gauche et plutôt en haut, tout ce qui est, je dirais, le pain quotidien de la recherche fondamentale, donc les ANR, la région, Aix-Marseille, même les ANR en collaboration avec des entreprises, et les projets européens. Mais au BIAM, on a aussi de nombreuses collaborations industrielles ponctuelles. Et donc, je vous ai mis là, je ne vous les ai pas toutes mises parce qu'il y en a que je ne dois pas vous citer. Et puis, on essaye de monter des partenariats à plus long terme. Ça fait plus de 4 ans maintenant qu'on travaille avec Orano et il y a une association de très longue date avec le groupe Roulier. Alors, ce qui est intéressant, alors on a aussi du licenciement, mais en fait très peu, et surtout sur Roulier et Biogema. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous voyez deux noms, BioIntrant et Adequabio, qui en fait sont des startups qui ont essaimé à partir du BIAM. Et donc en 2018, il y a deux startups qui ont essaimé du BIAM. D'abord BioIntrant. Alors comme nous sommes une UMR à multitutelle, eh ben, tant qu'on ne nous indique pas le contraire, on a un petit peu le choix sur comment aller maturer et comment aller essaimer une startup. Donc BioIntrant, en fait, c'est le développement de biostimulants depuis les micro-organismes du sol au service de l'agriculture, biostimulants ou molécules de biocontrôle. Et ce sont surtout des chercheurs CNRS du BIAM qui ont développé ce souchier. Et donc, en fait, le choix a été fait de passer sur une collaboration, un accord de licence au travers du système CNRS et un accord de collaboration qui, là, comme le CEA et l'hébergeur, passe au travers du CEA. Donc, l'accord de licence prévoit que la société BioIntrant va valoriser un souchier d'à peu près 1500 souches de la rhizosphère qui a été établi, des souches cultivables établies par le BIAM. Et donc, il y a une société qui a créé maintenant, je crois, une dizaine d'emplois et qui a aujourd'hui déjà des produits en autorisation de mise sur le marché pour se substituer aux pesticides et aux phytosanitaires de la chimie. La deuxième startup qui a essaimé en 2018, alors là, c'est un accord de licence sur un savoir-faire tenu secret, ça n'est pas un brevet. Donc, c'est l'utilisation de bactéries photosynthétiques pour décontaminer les effluents phytosanitaires des activités agricoles. Donc, tout ça part d'un projet européen au départ. Et dans le cadre de ce projet européen, les chercheurs du BIAM avaient démontré que quand on fait un consortium précis de bactéries photosynthétiques et qu'on les met au contact d'effluents de l'agriculture, ces bactéries dégradent plus de 90% de l'effluent. Et l'idée derrière, ça a été de faire ce que vous voyez ici, des bassins. En fait, les agriculteurs viennent déverser leurs effluents de rinçage, leurs effluents souillés dans des bassins. Et ces bassins sont ouverts, donc il y a une évaporation. Et en fait, on laisse au système 10 ans pour décontaminer les effluents en continu. Et c'est au bout de 10 ans qu'on laisse sécher, qu'on prend et qu'on a un déchet ultime qui en fait vont être les sels et les résidus de phytosanitaires. Donc cette société est installée à Pertuis et là aussi nous avons alors l'accord de licence est CEA, mais là aussi nous avons un accord de collaboration de recherche qu'on est en train de renouveler aujourd'hui pour continuer des projets communs. Et puis, Jamais 203, vous voyez le titre en haut. Donc, on a un projet actuel qui part d'une recherche fondamentale de très haut niveau et qui a pour vocation de valoriser tout de suite en termes de recherche, c'est-à-dire le brevet date de 2017, mais de 2016 même, mais de valoriser le plus vite possible cette découverte. En fait, la découverte, c'est que les microalgues, on savait qu'elles fabriquaient des huiles, mais l'équipe de Yonghua Libesson et de Fred Besson ont découvert que les microalgues produisent aussi naturellement des hydrocarbones.
Et ça, c'était intéressant parce que les hydrocarbones, c'est du diesel, mais c'est aussi des rouges à lèvres ou des émollients. Donc, excusez-moi, ça c'est le premier papier, oui c'est celui-là, le premier papier a décrit cette enzyme, et il se trouve que l'enzyme qui permet de prendre un acide gras pour en faire un hydrocarbone, et c'est une photoenzyme. Donc c'est, je crois, la 4e photoenzyme décrite, donc c'était vraiment une découverte de rupture, et ça permet de faire, avec uniquement de la lumière et aucun cofacteur chimique, aucun cofacteur polluant, des hydrocarbones purs à partir d'acides gras. Donc ça a été publié dans Science en 2017. La recherche fondamentale a continué, bien sûr, et comme c'est une photoenzyme et qu'on peut donc la synchroniser, le deuxième article majeur sur ce sujet date de 2021, et ça consiste juste en une sorte de vidéo à différentes échelles de temps de comment les molécules de cette réaction, en fait, où on voit l'acide gras qui s'installe dans la poche réactionnelle de l'enzyme, et puis on peut savoir exactement de façon synchrone comment bougent les atomes et comment le CO2 est éjecté, comment la fonction acide est éjectée de l'acide gras pour en faire un hydrocarbone. Mais en fait, avec ça, on a tout de suite envie d'aller, évidemment, on a tout de suite envie d'aller faire du biodiesel. Mais on a commencé à maturer les technos et on se rend compte que le biodiesel, c'est quand même très ambitieux et ça n'est pas pour demain. Donc, la réflexion était, est-ce qu'on continue à maturer pour aller vers une start-up ou pas? Et la réflexion, là, ça devient une réflexion de marché. Et donc, en fait, on se rend compte que les hydrocarbures linéaires purs, on en a besoin pour faire du diesel, même s'ils ne sont pas très purs, mais on en a aussi besoin pour faire de la chimie fine et puis pour faire des cosmétiques, et qu'il y a un gradient de volume, et nous, on ne sait pas faire du gros volume, mais on sait faire des petits volumes. Et puis, il y a un gradient de valeur ajoutée, et que donc, on pouvait essayer d'emblée de se placer sur des marchés de haute valeur ajoutée, petit volume, pour lancer la machine de la valorisation. Et donc, il y a un projet en cours qui s'appelle Alcasun et qui fonctionne dans le système de valorisation du CEA qui s'appelle Magellan. Donc, il y a une maturation qui est lancée, financée par le CEA dans le cadre du programme Magellan pour, dans ce contexte-là, c'est-à-dire le nouveau bâtiment du BIAM avec toutes ces plateformes techniques et une équipe de haut niveau en sciences pour accompagner la maturation, essayer d'aller à la création d'une start-up à l'horizon de 18 mois ou 2 ans, et produire des cosmétiques biosourcés et purs et non polluants. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Gras. On arrive maintenant au terme de ces présentations. Je voudrais remercier tous les intervenants d'avoir présenté le BIAM de façon aussi complète dans un timing qui était assez serré et qui a été respecté. Bravo. Il nous reste maintenant une dizaine de minutes, on va dire, pour prendre le temps de répondre, d'échanger, de répondre à quelques questions. Alors, c'est un temps qui est assez court, mais de toute façon, l'objectif, c'est que derrière, vous n'hésitiez pas à aller poser vos questions directement, hein, aux équipes du BIAM, en passant par Novachim ou directement en contactant les chercheurs du BIAM. Voilà, donc on va quand même prendre 10 minutes pour répondre à quelques questions, et le plus simple, c'est de laisser la parole directement aux personnes qui ont des questions. Je vais laisser la parole à Nicolas Vidal s'il veut intervenir, ouvrir sa caméra et puis poser ses questions en direct. C'est peut-être le mieux. Je vois qu'il a des questions. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est absolument passionnant. Donc j'avais une question, oui, pour Monsieur Pignol par rapport à vous avez parlé à un moment du projet 4 pour 1000, qui est séquestration de carbone dans les sols, je crois qui est porté d'ailleurs par la France, si je ne me trompe pas. Et donc, je voulais savoir un peu si vous aviez des projets par rapport à ça, comment vous intervenez dans cette dynamique extrêmement pertinente. Bon, je réponds, Cyril Forestier, je réponds à la place de David Pignol qui n'est pas là aujourd'hui, mais oui, en effet, il n'y a pas de problème. Le programme était flou, donc vous êtes tout pardonné. Oui, tout à fait. On a une équipe au sein du BIAM, qui est l'équipe du LEMIR, qui est dirigée par Wafa Ashwak, qui travaille sur cette thématique déjà depuis plusieurs années.
L'initiative 4 pour 1000, comme vous le savez, c'est une initiative européenne qui a démarré il y a déjà un moment. Et ils ont, alors, question rapide, comme on a peu de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails et peut-être vous inciter à vous rapprocher d'eux. Mais ils ont deux approches dans l'équipe. Une approche qui consiste à regarder des plans de culture type 1000 et des agrégats bactériens dans le sol qui participent à travers l'exudation de polysaccharides à séquestrer du carbone dans le sol. Il y a aussi dans cette même équipe, Catherine Santaella, une autre chercheure qui travaille sur la séquestration du carbone, mais plutôt sur la partie agroforesterie. Voilà, donc si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à revenir vers nous et on vous mettra, via Stéphane, on vous mettra en relation. Ok. Sans problème. Oui. Et Et vous aviez une deuxième question, Nicolas? Oui, ouais. oui, j'étais interpellé par alors c'est l'acide bêta-cyclocitrique. Donc, je crois que c'est avec Nathalie. Je me Oui, trompe pas. c'est ça. C'est vrai que j'avais quelques petites questions. Déjà, est-ce qu'il se vend? Parce que j'ai vu qu'il y avait un brevet, effectivement, déposé en 2020 ou 2018, quelque chose comme ça. Tout à fait. Donc, je veux savoir si c'est quelque chose qui se vend, qui est commercialisé, qui est autorisé en agriculture. Alors, ça ne se vend pas encore, hein, parce qu'en fait, ce qui se vend, c'est le bêta-cyclocitral et c'est extrêmement cher. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver un moyen de voir comment le synthétiser à partir de l'acide bêta-cyclocitral pour que ce soit moins onéreux. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on travaille sur les possibilités, pas de commercialisation, mais voilà, de baisser le coût. Après, est-ce que ce sera utilisé? Je dirais que c'est une molécule tout à fait naturelle, synthétisée par la plante, donc il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir l'utiliser. C'est ça. Après, il y a des problématiques d'autorisation de support réglementaire, j'imagine. Oui. Et voilà, après, Nathalie, tu veux que je précise un peu? Tu peux préciser, Gabriel. Bah oui, parce que j'ai pas mal travaillé là-dessus avec Michel pour divers projets de valorisation. Donc, effectivement, on est en approche avec plusieurs industriels et là, on vient de signer un partenariat avec un industriel pour la première étape qui consiste à aller vérifier en conditions contrôlées, mais sous serre, si sur diverses espèces d'intérêt agronomique, on reproduit le résultat qui a été publié sur Arabidopsis, mais aussi sur tomates et d'autres, mais il faut d'abord reproduire. Et ensuite, effectivement, le projet serait d'aller aller vers l'homologation du produit, mais aussi le sourcing, parce qu'on sait que le sourcing pour ce produit-là, au niveau mondial, n'est pas du tout suffisant pour les volumes qui seraient nécessaires. Et donc, il y aurait des projets à mener sur soit du sourcing chimique un petit peu original et bien sûr pas cher, parce que ça ne peut être qu'une commodité, puisqu'a priori, c'est quelque chose qu'on mettra dans l'eau d'arrosage. Et nous, on avait aussi un projet de production en biotechno, c'est-à-dire d'aller chercher des enzymes qui permettent de produire l'acide bêta-cyclocitrique, en fait le bêta-cyclocitral, puisque c'est le précurseur, en masse par des procédés biotechnologiques qui permettraient de baisser les coûts. Voilà. Donc on en est à la première étape qu'on lance là, on a signé une fiche action dans le mois. Ok, merci beaucoup, c'est passionnant, bon courage pour ce projet. Merci. Merci Nicolas. Alors s'il y a d'autres questions parmi les participants, n'hésitez pas à lever la main. Alors, moi j'aurais plein de questions, mais bon, c'est vrai qu'on a volontairement gardé une séance de questions-réponses pas trop longue, mais il ne faudra pas hésiter à venir poser vos questions après coup, hein. Moi, j'avais une question sur la start-up sur l'enzyme FAP, c'est ça? Donc, avec l'idée de développer des molécules pour les marchés actuels et à venir. Donc, on voit que sur les marchés cosmétiques, c'est des molécules à haute valeur ajoutée qui trouvent des marchés aujourd'hui potentiels. On a parlé de la visée vers l'essence. Enfin, et je voulais savoir s'il y a déjà des marchés potentiels dans le domaine des bioplastiques, par exemple. C'est quelque chose qui est visé ou pas avec ce projet? Yonghua, tu souhaites répondre? Oui. En fait, bioplastique, non. Bioplastique, c'est plutôt, on a des projets chez nous, là, j'ai une collaboration avec le DRT aussi. C'est plutôt partie fait de sucre. D'accord. L'hydrocarbure, en fait, elle est carbone, elle n'a pas de group function.
fonctionnel qui pourra produire des polymères. D'accord. Et par contre, dans l'alimentation et l'alimentation alimentaire, là, il pourrait y avoir qu'il soit viable économiquement aujourd'hui, ou est-ce que ça serait envisageable avant d'arriver à l'essence qui sont des molécules plus difficiles à être viables économiquement? Oui, en fait, l'hydrocarbure elle-même, elle est utilisée d'abord pour la cosmétique et après pour l'essence, mais pour nourriture, c'est pas vraiment, non, c'est pas encore dans notre assiette. Donc la visée, c'est vraiment aller vers la production de chimie verte, biocarburants. Chimie verte, chimie verte, soit cosmétique, soit biocarburant. D'accord. En Donc fait, avec on n'a pas encore lancé de vraies études de marché, mais on a déjà commencé à défricher ça en partenariat avec Cage, dans le cadre du challenge Cage. Et on avait 2 sujets, c'était aller un petit peu évaluer le marché pour les cosmétiques, mais aussi aller évaluer le marché pour la chimie verte, pour la chimie fine. Et en fait, l'équipe d'étudiants qui travaillait sur la chimie, qui était le sujet le plus difficile, ils ont gagné le challenge. Et ça nous a donné envie de garder quand même l'option chimie. Parce qu'au départ, on se disait, on va à ce qu'on connaît. La cosmétique, on peut assez vite défricher le marché. Mais alors, le problème de la chimie, c'est que c'est un marché très divers. Donc, ce sera quasiment réaction par réaction qu'il faudra voir si on est rentable. D'accord. Mais on garde l'idée quand même d'aller là. Mais oui, il y a du potentiel pour aller se diversifier au-delà de la cosmétique. C'était un petit peu. Tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Et j'avais aussi une autre question. J'avais plein d'autres questions, mais je sais qu'on n'aura pas le temps de toutes les prendre. C'était une question à Damien sur les micronageurs. Je voulais savoir, au niveau des applications possibles, je voulais savoir si, avec ces micronageurs qu'on arrive à contrôler, on était plutôt vers des applications vers le transport de principes actifs très ciblés ou du diagnostic, ou les deux. C'est vers quoi on pouvait s'orienter avec l'avantage du fait que ce soit des oxydes de fer, c'est Ouais. qu'ils sont effectivement des bons outils pour le diagnostic, parce qu'ils se voient par exemple en IRM. Il y a aussi un nouvel outil qui s'appelle le Magnetic Particle Imaging, qui se base, donc, comme son nom l'indique, sur des particules magnétiques. Alors on parle plus de contraste, mais de traceurs, mais pareil, ça marche de la même manière. Donc ils sont à la fois bons pour l'imagerie, et aussi on peut effectivement en surface, comme je l'ai dit rapidement, coller des principes actifs et donc avoir des thérapies. Donc c'est des agents theranostiques. D'accord. Oui, on peut imaginer du drug delivery system très très ciblé, peut-être en les greffant avec dessus des polymères pour aller dans les cellules. Enfin, Exactement. Je m'imagine. C'est tout à fait ça. C'est ce que ça va. Alors, c'est ce que j'ai compris, mais c'est intéressant pour le potentiel d'application qu'il y a derrière. Ouais. Merci. Je vais poser une dernière question à Virginie. Je me demandais sur la partie, vous avez parlé des protéines pour la détection de l'uranium biodisponible et de la différence de sélectivité entre les méthodes physico-chimiques et les méthodes biologiques, les protéines. Alors vous l'avez peut-être dit, mais je voulais savoir si on avait une idée de la différence. Alors, quand on parle de différence de sélectivité, l'ordre de grandeur que ça représente, et du coup, derrière, le potentiel. Alors, l'exemple qui pour moi est très frappant, c'est que cette cyanobactérie qui est capable d'accumuler du strontium 90 qui va se trouver à une concentration 6 à 8 fois, 8 ordres de grandeur inférieurs au calcium, par exemple, alors que les deux éléments sont dans la même famille chimique, ont la même... des mêmes propriétés au niveau chimique. Un autre exemple, c'est la calmoduline, qui est une protéine qui fixe normalement le calcium. Quand on la modifie par mutagénèse dirigée, elle ne fixe plus du tout le calcium et elle se met à fixer l'uranyle. Donc, en fait, c'est ça. On peut faire des choses que les résines, par exemple, ne sont pas du tout capables de faire à l'heure actuelle. Donc, c'est ça l'avantage du vivant, c'est qu'elle a besoin de trier et donc il y a des mécanismes très particuliers. Oui, c'est plus seulement améliorer, c'est ouvrir des voies à des nouvelles applications Exactement. qu'on n'était pas capable de faire avant. Tout à fait, oui.
Bah, merci beaucoup. Donc, je vois ça passe très très vite. Il est déjà 12h35, donc on arrive au bout de ce webinaire. Juste avant de nous quitter, voilà, juste rappeler que eh ben, pour les entreprises qui sont intéressées, il y a de multiples façons de nouer des collaborations avec les laboratoires, hein. Là, j'en ai mis quelques-uns, et qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher donc, directement donc, des équipes de recherche comme celle du BIAM aujourd'hui, ou passer par Novachim. On est là pour mettre en relation et puis pour aider à accélérer des collaborations comme des exemples qui ont été présentés aujourd'hui. Voilà, on est là pour ça. Il y a d'autres structures avec lesquelles on est partenaire qui sont également là pour ça, les cellules de valorisation des universités, les centres de recherche, hein, comme le CEA, l'INRAE et puis le CNRS, les sociétés d'accélération, transfert de technologie telles que la SAT aussi. Je ne veux pas tous les citer, mais voilà, on a le CISAM ou l'association Recherche et Avenir, voilà, qui aide à favoriser les collaborations entre laboratoires et entreprises. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, à revenir vers les chercheurs, à poser vos questions et puis peut-être à développer des nouveaux projets. C'est le but.